sans rien à 60 ans. J'ai tout gagné à 80 ans. Voilà ma vérité. Voilà mon histoire. Une histoire que personne n'a voulu écouter pendant des décennies, mais qui aujourd'hui résonne comme un cri de victoire dans le silence de ceux qui m'ont méprisée. Je m'appelle Marguerite, Marguerite Dubois, devenue Lemoine par mariage. Aujourd'hui, simplement Marguerite. J'ai 82 ans, 82 années de combat, de larmes, d'humiliation, mais aussi de renaissance. Avant de vous raconter cette histoire qui va peut-être changer votre vision de la vie, je vous demande une petite faveur. Laissez un pouce bleu si cette introduction vous touche déjà. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires vraies qui inspirent et dites-moi en commentaire de quel pays vous m'écoutez en ce moment. Cela me donne une force immense de savoir que mes mots voyagent jusqu'à vous. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans les abysses de ma vie. Si vous me voyez aujourd'hui dans ma villa de Neuilly-sur-Seine, entourée de mes employés, de mes contrats, avec les plus grands hôtels de France, vous ne pourriez jamais imaginer d'où je viens. Vous ne pourriez pas concevoir les abysses de misère dans lesquels j'ai vécu la majorité de ma vie. Laissez-moi vous raconter. Laissez-moi vous emmener dans les ruelles sombres de mon passé, là où tout a commencé. Dans ce taudis de Belleville, où j'ai vu le jour en 1942, la guerre faisait rage, mais ma guerre personnelle ne faisait que commencer. Mon père était un ivrogne violent. Il rentrait chaque soir en hurlant, quand il rentrait. Ma mère, une femme brisée par la vie. Elle passait ses journées à pleurer en silence, tout en cousant des vêtements pour quelques sous. Nous vivions dans une chambre de bonne au 6e étage, sans eau courante, sans chauffage. L'hiver, nous nous serrions tous les 4 sous une couverture trouée. Elle sentait l'humidité et la moisissure. J'avais 5 ans quand j'ai commencé à travailler. 5 ans, pendant que les autres enfants jouaient dans la cour de récréation. Moi, je portais des seaux d'eau, depuis la fontaine du rez-de-chaussée jusqu'à notre misérable logis. Mes petites mains se gerçaient, mes ongles se cassaient, mais je n'avais pas le choix. Papa me disait que j'étais née pour servir, que c'était mon destin de femme. Il me le répétait en me giflant, quand l'eau débordait du seau trop lourd pour mes bras d'enfant. L'école? Quelle école? J'y suis allée quelques mois, peut-être 1 an au total. Dès que je savais à peine lire, papa m'a retirée pour m'envoyer aider la boulangère du quartier. Madame Roussel, une femme dure comme la pierre. Elle me faisait porter les plateaux de pain dès 4 heures du matin. Mes jambes tremblaient sous le poids. Mes pieds saignaient dans mes chaussures trouées, mais je tenais bon. Il le fallait. Ma famille comptait sur les quelques francs que je rapportais. À 8 ans, je savais déjà faire la cuisine, mieux que ma mère. Par nécessité, par survie, avec les restes que Madame Roussel me donnait parfois, un bout de pain rassis, quelques légumes abîmés. Je confectionnais des soupes qui nourrissaient toute la famille. Mes petites mains apprenaient instinctivement à transformer le rien en quelque chose. Cette capacité, cette intuition culinaire qui deviendra plus tard ma fortune, elle naissait dans la misère la plus noire. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ces mains d'enfant forgées par la faim, elles portaient déjà en elles les clés de mon empire futur. Mon frère Pierre, de 2 ans mon aîné, me regardait avec mépris. Pour lui, j'étais juste la bonne de la famille. Celle qui servait, qui se taisait, qui encaissait. Quand papa rentrait ivre et qu'il cherchait quelqu'un sur qui passer sa rage, c'était toujours moi. Pierre se cachait. Maman pleurait dans son coin. Et moi, je recevais les coups, les gifles qui résonnaient dans notre chambre, les insultes qui s'incrustaient dans ma chair d'enfant. « Tu ne sers à rien! Tu n'es qu'une bouche de plus à nourrir! Si tu n'étais pas né, on vivrait mieux! » Ces mots, je les entendais chaque jour, chaque nuit. Ils s'imprimaient dans mon âme comme des cicatrices indélébiles. À 10 ans, je me regardais dans le morceau de miroir fissuré, accroché au mur. Je me demandais si papa avait raison, si ma vie n'était qu'un fardeau pour les autres. Mais il y avait cette chose en moi, cette flamme que rien ne pouvait éteindre. Quand je cuisinais, quand mes mains transformaient les ingrédients les plus simples en quelque chose de délicieux, je sentais que j'avais une valeur. Les voisins commençaient à parler de mes petits plats. Madame Dubois du 3e étage descendait parfois me demander ma recette de potage aux poireaux. Ces moments-là, j'existais. J'étais quelqu'un. À 13 ans, mon corps de femme se dessinait.
Les regards des hommes changeaient. Papa s'en est aperçu le premier. Il a commencé à me regarder différemment, avec une lueur dans les yeux qui me glaçait le sang. Un soir d'hiver particulièrement rigoureux. Maman était partie livrer des coutures. Pierre dormait. Papa s'est approché de moi. Ses mains tremblantes sentaient l'alcool et la sueur. J'ai compris ce qu'il voulait faire. J'ai fui. Cette nuit-là, j'ai dormi dans l'escalier, recroquevillée sur les marches de pierre froide. Au matin, j'ai pris ma décision. Je ne pouvais plus rester dans cette maison. À 13 ans, j'étais déjà une femme brisée. Mais j'étais une survivante. J'ai trouvé du travail chez les Martineau, une famille bourgeoise du 16e arrondissement. Femme de chambre, cuisinière, bonne à tout faire. Madame Martineau me regardait comme un objet. Monsieur Martineau me regardait comme une proie. Leurs enfants, deux garnements insupportables. Ils me traitaient comme leur esclave personnel. Mais j'avais un toit. J'avais à manger. Et surtout, j'étais loin de papa. Les journées commençaient à 5 heures du matin. Elles se terminaient après minuit. Nettoyer, cuisiner, servir, nettoyer encore. Mes mains se crevassaient à force de frotter les sols. Mes genoux se couvraient d'écorchures. Madame Martineau me répétait sans cesse que j'étais laide, stupide, que j'avais de la chance qu'il me garde. Qui voudrait d'une fille comme toi? Tu n'es bonne qu'à servir les autres. Pourtant, dans leur cuisine spacieuse et équipée, mes talents culinaires s'épanouissaient. Je créais des plats dont ils se régalaient, des recettes que j'inventais avec mon instinct. Mais jamais ils ne me remerciaient. Jamais ils ne reconnaissaient mon talent. J'étais juste leur domestique, invisible et corvéable à merci. Les années passaient. 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ma jeunesse s'effritait dans ces couloirs sombres. Entre ces murs qui ne m'offraient pas que mépris et solitude. Je rêvais parfois de m'enfuir, de partir loin. Mais où aller? Je ne savais rien faire d'autre que servir. Du moins, c'est ce que je croyais. À 18 ans, j'ai rencontré Robert. Robert Lemoine, ouvrier dans une usine de textile. 25 ans, des mains calleuses et un sourire qui me faisait oublier mes chagrins. Il m'attendait parfois à la sortie de chez les Martineau. Il me parlait doucement, me disait que j'étais belle. Moi? Belle? Personne ne me l'avait jamais dit. Robert représentait l'espoir. L'espoir de construire quelque chose, d'avoir une vraie famille, d'être aimé. Quand il m'a demandé en mariage, j'ai dit oui sans hésiter. Qu'est-ce que je risquais? Ma vie chez les Martineau n'était qu'une prison dorée. Au moins avec Robert, j'aurais ma propre prison. Ce que j'ignorais alors, c'est que cette nouvelle prison serait bien pire que tout ce que j'avais connu. Nous nous sommes mariés en 1960. J'avais 18 ans, lui, 25. Une petite cérémonie à la mairie, quelques témoins, et nous voilà unis pour le meilleur et pour le pire. Le pire n'allait pas tarder à montrer son visage. Les premiers mois ont été beaux. Robert était attentionné. Il me complimentait sur ma cuisine. Il me tenait la main le soir en me racontant ses projets. Nous habitions un petit appartement 2 pièces à Ménilmontant. Rien de luxueux, mais c'était à nous. J'avais enfin un chez moi. Puis Robert a perdu son travail. L'usine a fermé, les ouvriers licenciés du jour au lendemain. Et avec le chômage, l'alcool est arrivé. Puis les dettes, puis la violence. Robert buvait de plus en plus. Au début, juste quelques verres pour oublier ses soucis. Puis des bouteilles entières. Il rentrait ivre, cherchait la bagarre pour un rien. Un plat trop salé, une chemise mal repassée, un regard qu'il jugeait insolent. Tout était prétexte à exploser. Les coups ont commencé 6 mois après notre mariage. Une gifle parce que j'avais osé lui dire qu'il buvait trop. Puis les poings, les coups de pied, les insultes qui faisaient plus mal que les bleus sur mon corps. Espèce de bonne à rien. Tu ne sais même pas tenir une maison. Tes plats sont immangeables. Tu n'es qu'une ratée. J'encaissais en silence. Où aurais-je pu aller? Retourner chez mes parents? Papa me rejetterait. Maman n'aurait pas assez de courage pour me défendre. J'étais piégée dans cette vie que j'avais choisie en pensant qu'elle serait meilleure. Pour survivre financièrement, j'ai commencé à faire des ménages chez les bourgeois du quartier. Le matin très tôt, avant que Robert se réveille, je filais nettoyer les appartements des autres. L'argent que je gagnais, je le cachais dans une boîte à biscuits, derrière les casseroles. Mais Robert finissait toujours par le trouver.
Il fouillait partout, retournait l'appartement, et quand il mettait la main sur mes économies, il partait les boire au bistrot. « Cet argent, c'est le mien. Tu es ma femme. Tu me dois obéissance. Ce que tu gagnes m'appartient. » Il hurlait ces mots en agitant les billets sous mon nez, avant de claquer la porte. J'avais 23 ans quand notre premier enfant est né. Marie, ma petite Marie, un rayon de soleil dans ma vie sombre. Quand je la tenais dans mes bras, je me disais que tout changerait, qu'avec un enfant, Robert redeviendrait l'homme doux que j'avais épousé. Mais la naissance de Marie n'a fait qu'empirer les choses. Robert était jaloux de l'attention que je portais au bébé. Il me reprochait de passer trop de temps avec elle, de moins bien m'occuper de lui, les nuits sans sommeil, les pleurs du bébé. Tout cela l'irritait au plus haut point. « Elle pleure encore, cette sale gosse. Fais la terre ou je m'en charge moi-même. » Ces menaces me glaçaient d'effroi. Je berçais Marie en tremblant, priant pour qu'elle s'endorme vite, avant que la colère de Robert n'explose. Puis, il y a eu Pierre, 2 ans plus tard. Puis, Sylvie, 3 enfants en 5 ans. 3 bouches à nourrir avec un mari qui buvait son salaire quand il travaillait, et qui ne travaillait qu'1 jour sur 3. Mes journées commençaient avant l'aube. Préparer le petit déjeuner, habiller les enfants, les emmener chez la voisine qui les gardait, partir faire mes ménages dans tout Paris, les genoux sur le carrelage froid, les mains dans l'eau de Javel. Je frottais, je récurais, j'effaçais la saleté des autres pour quelques francs. L'après-midi, je courais récupérer les enfants, faire les courses avec le peu d'argent qui me restait, préparer le dîner. Et le soir, quand Robert rentrait, il fallait que tout soit parfait. La maison impeccable, le repas délicieux, les enfants silencieux. Sinon, c'était les cris, les coups, les nuits blanches à ramasser les débris de vaisselle qu'il avait brisés dans sa rage. Mes talents de cuisinière qui m'avaient toujours réconfortée. Robert s'en servait pour m'exploiter davantage. Il avait découvert que mes plats plaisaient énormément à ses copains de bistrot. Alors il les invitait à la maison. Parfois 10 ou 12 hommes, sans me prévenir. « Tu vas nous faire ton fameux pot-au-feu. Et dépêche-toi, mes amis ont faim. » Il hurlait ses ordres pendant que je courais, acheter de quoi nourrir cette horde d'ivrognes. Avec l'argent qui devait servir à acheter des chaussures aux enfants. Je passais des heures en cuisine, à préparer des festins pour ces hommes qui me regardaient comme un objet de service. Ils se régalaient, complimentait Robert sur sa bonne petite femme. Mais aucun ne me remerciait jamais directement. J'étais juste la cuisinière invisible qui remplissait leurs assiettes. Et quand ils repartaient, ivres-morts, laissant la maison sans dessus-dessous, c'était encore moi qui nettoyais tout, qui faisais la vaisselle jusqu'à 3 heures du matin, avant de me lever à 5 heures pour recommencer ma journée de labeur. Les années passaient et ma situation ne s'améliorait pas. Au contraire, elle empirait. Robert buvait de plus en plus, travaillait de moins en moins. Il avait trouvé dans ma cuisine un moyen de briller socialement, sans effort. Ses amis l'envièrent d'avoir une femme qui cuisinait si bien, et lui se pavanait comme si c'était son mérite. Mais pour moi, ces compliments détournés étaient une prison supplémentaire. Plus je cuisinais bien, plus Robert m'exploitait. Plus mes plats avaient du succès, plus il me rabaissait en privé, comme pour me rappeler que je ne valais rien sans lui. « Ne te monte pas la tête. Si tu cuisines bien, c'est parce que je t'ai appris le goût. Sans moi, tu ne serais qu'une va-nu-pied qui ne sait même pas faire cuire un œuf. » Ces mots, je les entendais chaque fois que quelqu'un complimentait ma cuisine devant lui. Mes enfants grandissaient dans cette atmosphère de violence et d'humiliation. Marie, l'aînée, essayait de me protéger comme elle pouvait. À 8 ans, elle se mettait devant moi quand Robert levait la main. Pierre, mon fils, commençait déjà à ressembler à son père, à me parler avec mépris, à considérer que les femmes étaient pas faites pour servir. Et Sylvie, la petite dernière, elle se cachait sous son lit dès qu'elle entendait la voix de Robert s'élever. J'avais 30 ans et j'étais déjà une vieille femme. Mes mains étaient encrevassées par les produits ménagers, mon dos cassé par les journées de labeur, mon cœur brisé par des années d'humiliation. Parfois, le soir, quand toute la famille dormait enfin, je m'asseyais dans ma cuisine et je pleurais en silence. Je regardais mes casseroles, mes ustensiles, ces objets qui me permettaient de créer tant de bonheur pour les autres.
et je me demandais pourquoi ma propre vie était si amère. Mais il y avait toujours cette petite voix en moi, ce murmure d'espoir qui refusait de se taire. Quand je préparais un plat et que l'odeur embaumait toute la maison, quand je voyais les yeux de mes enfants briller de gourmandise, quand même les voisins les plus durs se radoucissaient en goûtant mes créations, je sentais que j'avais un don, un vrai don. Ce don, personne ne le reconnaissait à sa juste valeur. Pour Robert, j'étais juste une bonne cuisinière qui lui évitait de dépenser de l'argent au restaurant. Pour mes employeurs, j'étais une domestique efficace. Pour mes voisins, j'étais la gentille Marguerite, qui dépannait de temps en temps avec un bon petit plat. Mais moi, dans le secret de mon cœur, je savais que je valais plus que ça. Mes mains savaient transformer n'importe quel ingrédient en délice. Mon palais distinguait les saveurs les plus subtiles. Mon instinct me guidait vers les bonnes associations, les bonnes cuissons, les bons assaisonnements. J'avais appris seule, par nécessité, mais j'avais développé un talent que bien des chefs professionnels m'auraient envié. Cette conviction intime, c'est elle qui m'a tenue debout pendant toutes ces années sombres. C'est elle qui m'a donné la force de continuer quand tout s'écroulait autour de moi, car les choses allaient encore empirer. En 1975, j'avais 33 ans, et la vie m'a porté un coup dont je pensais ne jamais me relever. Robert était de plus en plus violent, de plus en plus imprévisible. Un soir, il est rentré complètement ivre, plus que d'habitude. Il cherchait de l'argent pour retourner boire, fouillait partout comme un possédé. Quand il n'a rien trouvé, sa rage s'est tournée vers moi. « Où est l'argent, salope? Je sais que tu me voles. Tu caches mes sous quelque part. » Il m'a attrapé par les cheveux, m'a secoué comme un sac de chiffon. Les enfants pleurèrent dans leur chambre, mais personne n'osait sortir. Cette nuit-là, Robert m'a battue. Plus violemment que jamais, il m'a cassé 2 côtes, fendu la lèvre. Au matin, quand il a vu l'état dans lequel il m'avait mise, il a eu peur. Peur que les voisins appellent la police. Peur des conséquences. Alors il a fait ce qu'il savait faire de mieux. Il a fui. Il est parti avec les quelques économies qui restaient, en me laissant seule avec 3 enfants à nourrir et un loyer à payer. Aucun mot d'explication. Aucune excuse. Juste le vide. Au début, j'ai pensé qu'il reviendrait, qu'il réaliserait sa bêtise et qu'il supplierait pour qu'on le reprenne. Mais les jours passaient, puis les semaines, puis les mois. Robert avait disparu de nos vies comme il y était entré, en ne laissant derrière lui que de la douleur. Me voilà donc seule, à 33 ans, avec 3 enfants, sans qualification officielle, sans argent, sans soutien. Mes parents étaient morts depuis longtemps. Papa d'une cirrhose, maman d'un cancer qui l'avait rongé en silence. Mon frère Pierre ne me donnait plus de nouvelles depuis des années. J'étais véritablement seule au monde. Ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais c'était le début de ma véritable descente aux enfers. Pour survivre, j'ai multiplié les petits boulots. Femme de ménage le matin chez les uns, gardienne d'enfants, l'après-midi chez les autres, cuisinière le soir pour des réceptions privées. Je courais d'un bout de Paris à l'autre, avec mes enfants qui traînaient parfois derrière moi faute de solution de garde. C'est à cette époque que j'ai vraiment découvert la dure réalité de la condition de femme seule. Les employeurs profitèrent de ma situation précaire pour me payer une misère. Les hommes me regardèrent comme une proie facile. Les autres femmes me jugeaient, me considéraient comme une mauvaise mère qui n'avait pas su garder son mari. Chez Madame de Beaumont, une veuve richissime du 7e arrondissement, j'étais devenue la cuisinière attitrée pour ses réceptions mondaines. 2 fois par semaine, je préparais des buffets pour 50 à 100 personnes, des plats raffinés, des saveurs sublimes, des présentations impeccables. Les invités se régalaient, complimentaient Madame de Beaumont sur son excellent traiteur. Madame de Beaumont encaissait les compliments sans jamais me mentionner. Pour ses invités, j'étais invisible. Je servais mes créations culinaires depuis la cuisine, habillée de ma blouse grise. Et je repartais par la porte de service une fois le travail terminé. Les invités dégustaient mes plats en parlant politique, littérature, voyage, pendant que moi, je comptais mes billets dans l'escalier de service, en calculant si j'aurais assez pour payer le loyer et nourrir mes enfants jusqu'à la fin du mois. Et le salaire? Dérisoire. Madame de Beaumont me payait 3 fois moins que ce qu'elle aurait donné à un vrai traiteur professionnel.
C'est déjà bien payé pour une femme de votre condition, ma petite Marguerite. Et puis, c'est une excellente expérience pour vous. Une excellente expérience ? J'avais envie de lui crier que j'avais plus de talent dans mon petit doigt, qu'elle n'en avait dans tout son corps de bourgeoise oisive, que mes plats valaient 10 fois les mets insipides des grands restaurants qu'elle fréquentait. Mais je me taisais. J'avais besoin de cet argent. Mes enfants grandissaient et commençaient à avoir honte de moi. Marie, qui avait maintenant 15 ans, elle ne voulait plus que ses amis viennent à la maison. Notre petit appartement de Ménilmontant lui faisait honte. Mes mains abîmées par le travail lui faisaient honte. Ma condition de bonne lui faisait honte. Pourquoi tu ne peux pas être comme les autres mères ? Pourquoi tu es toujours fatiguée, toujours en train de courir partout ? Mes amies, leurs mères, elles ont de beaux vêtements. Elles vont chez le coiffeur. Elles nous emmènent au restaurant. Ces reproches me brisèrent le cœur. Je ne demandais qu'à offrir une belle vie à mes enfants. Mais comment faire avec mes revenus de misère ? Tout ce que je gagnais passait dans les besoins essentiels. Le loyer, la nourriture, les vêtements d'occasion, les fournitures scolaires. Il ne restait rien pour les sorties, les loisirs, les petits plaisirs qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Pierre, mon fils, avait 16 ans et ressemblait de plus en plus à son père. Il était devenu agressif, irrespectueux. Il me reprochait d'avoir laissé partir papa, comme si j'avais eu le choix. Il refusait de m'aider à la maison, considérait que c'était du travail de bonne femme. Quand ses copains venaient à la maison et qu'ils voyaient pour mes mains abîmées, mes vêtements usés, ma fatigue permanente, j'avais l'impression qu'il se moquait de lui d'avoir une mère si misérable. Seule Sylvie, la petite dernière, me restait fidèle. À 12 ans, elle m'aidait comme elle pouvait, m'épaulait dans les tâches ménagères, me réconfortait quand je pleurais le soir. Mais je voyais bien qu'elle aussi commençait à rêver d'autre chose, d'une vie où sa mère ne serait pas toujours à genoux, en train de frotter les sols des autres. J'avais 40 ans et l'impression d'en avoir 60. Mes cheveux grisonnaient prématurément. Mon dos me faisait de plus en plus mal. Mes genoux se dérobaient parfois sous mon poids quand je me relevais après avoir nettoyé un sol. Combien de temps pourrais-je encore tenir ce rythme infernal ? C'est vers cette époque que j'ai eu ma première vraie humiliation publique, celle qui m'a marquée au fer rouge, et qui, paradoxalement, a planté en moi la graine de ma future revanche. Madame de Beaumont organisait le mariage de sa fille. Une pain-bêche insupportable qui me traitait comme un meuble. 300 invités, un budget pharaonique, et moi au fourneau pendant 3 jours pour préparer un banquet digne des plus grands palaces. J'avais créé des plats sublimes, des terrines aux saveurs inédites, des viandes en sauce d'une tendresse parfaite, des desserts qui fondaient en bouche comme des nuages sucrés. J'avais mis tout mon cœur, toute mon âme, tout mon talent dans ce repas. C'était mon chef-d'œuvre. Le jour J, caché dans la cuisine, j'entendais les exclamations d'admiration des invités. « Extraordinaire! Délicieux! Où avez-vous trouvé un traiteur pareil ?» Madame de Beaumont rayonnait, acceptait les compliments, avec un sourire satisfait. Puis, il y a eu cette scène qui s'est gravée dans ma mémoire pour l'éternité. Un des invités, un critique gastronomique renommé, il était venu féliciter Madame de Beaumont. « Chère Madame, ce repas est un pur chef-d'œuvre. Votre traiteur est un véritable artiste. J'aimerais beaucoup le rencontrer. Lui proposer peut-être de travailler pour mes événements. » Madame de Beaumont a eu un petit rire gêné. « Oh, mon cher ami, il n'y a pas de traiteur. C'est juste ma petite bonne qui cuisine plutôt bien. Une pauvre femme, vous savez, sans formation, qui fait ça par instinct. Rien de très professionnel, mais ça dépanne pour les réceptions familiales. Votre bonne ? Cette cuisine exceptionnelle est l'œuvre d'une domestique ?» L'homme semblait incrédule. « Oui. Une petite femme de ménage du 20e arrondissement. Elle a 3 enfants. Pas de mari. Vous voyez le genre. Elle gagne sa vie comme elle peut. Mais reconnaissons qu'elle a des doigts de fée pour la cuisine. Même si elle ne sait pas se présenter correctement. D'ailleurs, la voilà justement. Et elle m'a fait appeler. Moi, avec ma blouse tachée, mes cheveux défaits par la chaleur des fourneaux, mes mains rougies par le travail.
je me suis retrouvée devant ce critique. Cet homme élégant, en costume, 3 pièces, qui me regardait de haut en bas avec un mélange de curiosité et de condescendance. « C'est donc vous qui avez préparé ce festin ?» Il parlait lentement, articulait chaque mot, comme s'il s'adressait à une simple d'esprit. « Oui, monsieur. » Ma voix tremblait. Je me sentais si petite, si misérable devant lui. « Extraordinaire. Où avez-vous appris la cuisine ?»« Nulle part, monsieur. J'ai toujours fait la cuisine, depuis que je suis enfant. » Il a échangé un regard entendu avec Madame de Beaumont. Un regard qui disait « Quelle touchante histoire, cette pauvre femme qui cuisine par instinct. » Puis il s'est tourné vers moi avec un sourire paternaliste. « Eh bien, ma brave femme, vous devriez être fière. Vous avez un don naturel. Même si vous ne pouvez évidemment pas rivaliser avec de vrais professionnels. Continuez comme ça. Vous vous en sortez très bien pour quelqu'un de votre condition. Votre condition. » Ces mots ont résonné dans ma tête comme une gifle. Ma condition de pauvre, de femme seule, de domestique, d'ignorante. Ma condition qui, selon eux, limitait à jamais mes possibilités. Cette nuit-là, en rentrant chez moi avec mes maigres gages, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Pas seulement de tristesse, mais de rage. Une rage sourde, profonde, qui montait du plus profond de mes entrailles. Ils avaient raison sur un point. J'étais pauvre, sans formation, sans relation. Mais ils se trompaient sur l'essentiel. Mon talent n'était pas un don naturel de pauvre femme. C'était un véritable art, une maîtrise que j'avais développée par des années de pratique, d'expérimentation, de perfectionnement. Mes plats valaient pour ceux des plus grands chefs. Et au fond de moi, je le savais. Cette humiliation a été un tournant. Pour la première fois de ma vie, j'ai entrevu la possibilité d'une revanche. Ces gens qui me méprisaient tant, qui réduisaient à mon talent à un simple instinct de pauvre, ils ne savaient pas de quoi j'étais vraiment capable. Mais le chemin de la revanche était encore long, très long. Les années qui ont suivi n'ont été qu'une longue descente aux enfers. Plus je vieillissais, plus les employeurs me regardaient comme un rebut. À 45 ans, j'étais déjà considérée comme trop vieille pour certains postes. « Nous cherchons quelqu'un de plus dynamique », me disait-on poliment. Dynamique, ça voulait dire jeune et belle, de préférence. Mes enfants ont quitté la maison un par un, sans un regard en arrière. Marie, la première, à 18 ans, partie vivre avec un garçon qui lui promettait une vie meilleure. « Je ne veux plus jamais vivre dans la misère comme toi, maman. Je mérite mieux que ça. » Elle avait craché ces mots comme du venin, avant de claquer la porte. Pierre s'est engagé dans l'armée pour fuir cette vie qu'il trouvait honteuse. Avant de partir, il m'a dit des choses qui me hantent encore. « Tu n'as jamais su nous donner une vraie famille. Papa est parti à cause de toi. Et nous, on a grandi dans la honte d'avoir une mère boniche. J'espère que mes enfants n'auront jamais à connaître ça. » Seule Sylvie m'a embrassée en partant. Elle avait décroché une bourse pour continuer ses études à Lyon. « Je t'aime, maman, mais je ne peux pas rester. Je dois construire ma vie. » Elle pleurait en me disant au revoir. Mais elle est partie quand même. Et je l'ai comprise. Qui aurait voulu rester auprès d'une femme qui n'avait rien à offrir que de la fatigue et de l'amertume? À 50 ans, j'étais seule dans mon petit appartement de Ménilmontant. Complètement seule. Mes enfants ne donnaient plus de nouvelles. Ou si peu. Une carte postale de temps en temps. Un coup de téléphone pour les fêtes. Toujours rapide. Toujours distant. J'étais devenue pour eux une source d'embarras. Un rappel douloureux de leurs origines modestes. C'est à cette époque que j'ai touché le fond. Le vrai fond. Madame de Beaumont était morte d'un cancer. Et sa fille avait vendu la propriété. Plus de réceptions à préparer. Plus de revenus réguliers. J'ai cherché d'autres employeurs. Mais à 50 ans, avec mon dos cassé et mes mains déformées par l'arthrite, j'inspirais plus la pitié que la confiance. J'ai fini par trouver un emploi dans une cantine scolaire de banlieue. Un travail épuisant, mal payé, au milieu d'enfants qui me regardaient comme une vieille sorcière, debout dès 5 heures du matin pour préparer des centaines de repas insipides, avec des ingrédients de bas de gamme, du jambon sous plastique, des légumes en conserve, des sauces en poudre, tout ce que j'avais appris à haïr. Mais le pire, c'était le regard des autres employés.
Des femmes plus jeunes qui me considéraient pas comme une ratée, une femme qui n'avait pas su se faire une place dans la société. Elles parlaient devant moi de leur mari, de leurs vacances, de leurs projets, comme si je n'existais pas, comme si, à 50 ans, ma vie était déjà finie. « Tu as des enfants, Marguerite ?» m'avait demandé un jour Véronique, la plus jeune du groupe. « Oui, 3, mais ils ont leur vie maintenant. Ils ne viennent jamais te voir ?» Le silence qui avait suivi ma réponse négative en disait long. Ces femmes avaient compris que même mes propres enfants m'avaient abandonnée. Quelle meilleure preuve de mon échec! Les fins de mois devenaient que de plus en plus difficiles. Mon salaire de cantinière suffisait à peine à payer le loyer et les charges. Je vivais de pâtes et de conserves premier prix, moi qui avais passé ma vie à préparer des mets délicats pour les autres. L'ironie était cruelle. Mes voisins me regardaient avec un mélange de pitié et de mépris. La vieille Marguerite du 4e, celle qui n'avait pas su garder son mari, dont les enfants ne venaient jamais, qui sentait toujours la cuisine de cantine. Je les entendais parfois chuchoter sur mon passage. Pauvre femme, elle a raté sa vie. Heureusement que nous, on a su faire les bons choix. À 55 ans, j'ai eu un malaise au travail. L'épuisement, le stress, la malnutrition. Je me suis écroulée en plein service, devant tous les enfants qui ont crié de peur. L'ambulance, l'hôpital, 2 semaines d'arrêt maladie. Quand je suis revenue, la directrice m'a convoquée. « Marguerite, vous n'êtes plus en état de tenir ce poste. Vous devriez penser à la retraite, à vous reposer. » Elle me parlait avec cette fausse bienveillance des gens qui veulent se débarrasser de vous proprement. « Madame la directrice, j'ai besoin de ce travail. Je ne peux pas partir en retraite. Je n'ai pas assez cotisé. Écoutez, je ne peux pas garder quelqu'un qui s'évanouit au milieu des enfants. C'est une question de sécurité. Je vais voir ce que je peux faire, mais... » Elle n'a rien fait. 1 mois plus tard, j'étais licenciée. Motif: inaptitude au poste. À 56 ans, j'étais officiellement inapte au travail. Les années qui ont suivi ont été les plus sombres de ma vie. Sans emploi, vivant des minces allocations de l'aide sociale, je voyais mes économies fondre comme neige au soleil. J'ai dû vendre mes quelques bijoux, mes meubles les plus précieux. Mon appartement se vidait progressivement de tout ce qui avait de la valeur. Mes enfants, ils ne donnaient plus de nouvelles du tout. Marie s'était mariée avec un cadre supérieur. Elle vivait dans une belle maison de banlieue chic. Pierre avait fait carrière dans l'armée. Il était stationné en Allemagne. Sylvie était devenue ingénieure. Elle travaillait à Londres. Ils avaient tous réussi leur vie, construit leur bonheur loin de moi, loin de cette mère embarrassante qui leur rappelait d'où ils venaient. Parfois, je les appelais. Des conversations courtes, polies, froides. « Bonjour maman, comment ça va ?»« Nous, ça va bien, merci. Les enfants grandissent vite. Le travail nous prend beaucoup de temps. On se rappelle bientôt. » Et puis, plus rien pendant des mois. J'avais 58 ans quand j'ai reçu la lettre de résiliation de bail. Le propriétaire voulait rénover l'immeuble, augmenter les loyers. « Vous avez 3 mois pour quitter les lieux. 3 mois pour trouver un nouveau logement, avec mes revenus de misère. Impossible. » J'ai supplié, négocié, promis de payer plus dès que ma situation s'améliorerait. Rien à faire. Le propriétaire était inflexible. « Madame Lemoine, vous n'avez plus les moyens de vivre ici. Il faut vous faire une raison. Me faire une raison. Accepter de sombrer définitivement dans l'indigence. Accepter de finir dans un foyer pour personnes âgées démunies. Ou pire, dans la rue. C'est là que j'ai touché le vrai fond du gouffre. À 59 ans, assise sur mon lit dans cet appartement vide qui avait été mon seul refuge pendant tant d'années, j'ai regardé ma vie en face. Qu'est-ce que j'avais accompli? Qu'est-ce que j'avais construit? Rien. Strictement rien. J'avais servi les autres toute ma vie. J'avais cuisiné pour eux, nettoyé derrière eux, élevé leurs enfants, fait briller leur maison. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me restait? Rien. Même pas la reconnaissance de mes propres enfants. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à l'épuisement. J'ai pleuré sur cette jeune fille de 18 ans qui croyait au bonheur, sur cette mère qui pensait que l'amour suffirait à tout, sur cette femme qui avait donné sa vie sans jamais rien recevoir en retour. Mais au petit matin, quelque chose d'étrange s'est produit, une sensation nouvelle, inhabituelle.
C'était comme si toute cette douleur, toute cette rage accumulée pendant des décennies, se transformait en autre chose, en détermination. Et c'est là, dans ce moment de désespoir absolu, que ma vraie vie allait enfin commencer. J'ai regardé mes mains, ces mains abîmées par 40 ans de labeur, déformées par l'arthrite, marquées par les brûlures et les coupures. Ces mains qui avaient sacré tant de bonheur pour les autres. Ces mains qui savaient transformer le plus simple des ingrédients en délices. Et soudain, j'ai compris. J'avais 60 ans dans quelques mois. 60 ans, et tout le monde me considérait comme finie. Mais j'étais encore vivante. J'avais encore ces mains magiques. J'avais encore ce talent que même les plus grands critiques avaient moins reconnu. Même s'ils l'avaient soit minimisé. Sans rien à 60 ans. Ces mots résonnèrent dans ma tête comme un défi. Sans rien, vraiment, j'avais quelque chose que personne ne pourrait jamais me prendre. J'avais mon art. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui a changé le cours de mon existence. Au lieu de chercher un nouveau logement de misère, au lieu de mendier un travail de domestique, j'allais faire quelque chose que je n'avais jamais osé faire. J'allais cuisiner pour moi, pour mon compte. J'allais transformer ce talent qu'on avait toujours exploité en source de revenus. Bien sûr, je n'avais ni argent, ni local, ni matériel professionnel. Mais j'avais mes mains et 60 ans d'expérience. J'allais commencer petit, très petit, dans ma cuisine de 2 mètres carrés, avec mes casseroles cabossées et mon four préhistorique. J'ai commencé par préparer des plats chez moi et les proposer aux voisins. Des potages, des gratins, des terrines, des plats simples mais délicieux, préparés avec tout l'amour et le savoir-faire que j'avais accumulé. Le bouche à oreille a fonctionné rapidement. Mes voisins qui me regardaient avec pitié depuis des années découvraient soudain que la pauvre Marguerite cuisinait comme un chef. Au début, ils commandaient par charité. « Tiens, on va aider la vieille. Elle en a besoin. » Mais très vite, c'est devenu autre chose. Ils commandaient parce que mes plats étaient extraordinaires, parce qu'ils n'avaient jamais rien goûté d'aussi bon. Madame Roussin, ma voisine du 2e qui m'ignorait depuis des années, elle a été la première à me commander un repas complet pour l'anniversaire de son mari. Puis Monsieur Dubois du 5e a voulu que je prépare le dîner pour sa promotion. Puis les amis de mes voisins ont commencé à parler de cette femme extraordinaire qui cuisine comme un dieu. En quelques mois, j'avais plus de commandes que je ne pouvais en traiter dans ma petite cuisine. Les gens venaient de toute la rue, puis du quartier, pour goûter mes plats. Je cuisinais du matin au soir. Mais cette fois, c'était pour moi. Chaque euro que je gagnais me revenait. Chaque compliment me donnait des ailes. À 62 ans, j'ai loué un petit local dans une rue passante de Belleville. Rien de glamour. Juste 15 mètres carrés, avec une cuisine équipée. Mais c'était à moi. Mon premier vrai restaurant. J'ai appelé ça « Chez Marguerite », tout simplement. Le concept était simple. Pas de service en salle, juste de la vente à emporter. Des plats préparés avec amour, comme à la maison, mais avec le niveau d'un grand restaurant. Les prix étaient raisonnables, la qualité exceptionnelle. Les clients se sont bousculés dès l'ouverture. Les premières années ont été épuisantes. Je travaillais 16 heures par jour. 7 jours sur 7. Mes mains me faisaient souffrir. Mon dos me tuait. Mais j'étais heureuse. Heureuse comme je ne l'avais jamais été. Pour la première fois de ma vie, je travaillais pour moi. Mon talent était enfin reconnu, respecté, récompensé. Le bouche à oreille s'est étendu à tout Paris. Des clients venaient de l'autre bout de la ville pour goûter mes spécialités. Des critiques gastronomiques ont commencé à parler de cette petite adresse confidentielle de Belleville, où une femme exceptionnelle prépare des plats sublimes. Certains m'ont reconnu. Mais vous êtes cette dame qui cuisinait pour Madame de Beaumont. Votre pot-au-feu était déjà légendaire à l'époque. Cette fois, il ne parlait certes plus de dons naturels ou d'instinct de pauvre. Il parlait tas de technique, de créativité, de maîtrise. Il me respectait. Enfin, à 65 ans, j'ai embauché mes premiers employés. 2 jeunes cuisiniers sortis d'école hôtelière qui voulaient apprendre à mes côtés. Ils m'appelaient « chef » avec un respect authentique. Moi qui avais passé ma vie à me faire appeler « la bonne »
Ou la cantinière? J'étais devenue chef Marguerite. Les commandes affluaient, plus seulement des particuliers, mais des entreprises qui fallait que je prépare leur réception, des traiteurs établis qui sous-traitaient mes services, des restaurants qui me demandaient mes recettes contre des fortunes. À 68 ans, j'ai ouvert mon 2e point de vente, puis un 3e. Chez Marguerite était devenue une petite chaîne réputée dans tout l'Est parisien. Mon chiffre d'affaires dépassait déjà ce que gagnent la plupart des cadres supérieurs. Mais le vrai tournant est arrivé à mes 70 ans. Un directeur d'hôtel de luxe m'a contacté. Il avait goûté mes plats lors d'un événement privé et voulait que je devienne le traiteur exclusif de son établissement. Un contrat de 3 ans, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Madame Lemoine, votre cuisine est exceptionnelle. Nous serions honorés de travailler avec vous. Les mots que j'avais rêvé d'entendre toute ma vie. Il me les disait enfin. Avec respect, avec admiration. Ce premier contrat en a entraîné d'autres. Les grands hôtels parisiens se disputaient mes services. Le Georges V, le Meurice, le Ritz. Mon nom circulait dans les cercles de la haute gastronomie. Marguerite Lemoine, la femme qui a révolutionné le secteur du traiteur haut de gamme. À 75 ans, je dirigeais une entreprise de 50 salariés. Mes cuisines centrales occupaient tout un bâtiment de Pantin. Mes camions de livraison sillonnaient Paris et la région parisienne. Chez Marguerite était devenue une référence, un gage de qualité. Et c'est là que mes enfants ont refait surface. Marie la première, elle qui m'avait craché son mépris en partant, elle qui ne m'avait pas donné de nouvelles pendant des années. Elle a débarqué un jour dans mes bureaux avec son plus beau sourire. « Maman, je suis si fière de toi. Quand j'ai lu l'article dans Le Figaro sur ton succès, j'ai pleuré de joie. Tu as toujours été une battante. Je l'ai toujours su. » Elle mentait, et nous le savions toutes les deux. Mais elle était là, devant moi, avec ses beaux vêtements et sa voiture de luxe. Et elle me souriait comme si de rien n'était, comme si elle ne m'avait pas abandonnée quand j'avais besoin d'elle. « Maman, je me disais, maintenant que tu as réussi, peut-être qu'on pourrait travailler ensemble. J'ai des relations. Je pourrais t'aider à développer ton entreprise. » Pierre et Sylvie ont suivi, tous avec la même stratégie, les mêmes sourires forcés, les mêmes projets de collaboration. Ils voulaient leur part du gâteau. Ils voulaient profiter du succès de cette mère qu'ils avaient reniée. J'aurais pu leur claquer la porte. J'aurais pu leur rappeler leurs mots blessants, leur absence, leur mépris. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que, malgré tout, c'était mater mes enfants. Et parce que leur présence, même intéressée, comblait un vide que le succès professionnel n'avait pas pu remplir. Je leur ai donné du travail dans mon entreprise. Des postes bien payés, du respect, une reconnaissance sociale. Ils sont redevenus des enfants aimants, des enfants fiers de leur mère. Du moins, en apparence. À 78 ans, j'ai été décorée de l'Ordre du Mérite pour ma contribution à la gastronomie française. Moi, la petite bonne de Belleville. Je recevais une médaille des mains du ministre. Les photographes mitraillaient. Les journalistes m'interviewaient. « Madame Lemoine, quel est le secret de votre réussite extraordinaire ?» Mon secret ? 60 ans de mépris transformés en détermination. 60 ans d'humiliation qui avaient été forgés ma rage de vaincre. 60 ans à servir les autres qui m'avaient appris ce que valait vraiment le talent. Aujourd'hui, à 82 ans, je suis à la tête d'un empire gastronomique. Mes restaurants, chez Marguerite, sont présents dans toute la France. Mon chiffre d'affaires dépasse les 50 millions d'euros annuels. Je possède 3 propriétés, dont cette villa de Neuilly, où nous nous trouvons aujourd'hui. Mes anciens employeurs, s'ils sont encore vivants, doivent se retourner dans leur tombe. Madame de Beaumont, qui me présentait comme ça, petite bonne qui cuisine plutôt bien, elle a dû apprendre par les journaux que cette petite bonne était devenue l'une des femmes les plus respectées de la gastronomie française. Mes voisins de Ménilmontant, ceux qui me regardaient avec pitié, ils voient maintenant ma photo dans les magazines, mes interviews à la télévision. La success story de Marguerite Lemoine, la femme qui a conquis Paris par son talent. Et mes enfants, ils m'entourent maintenant d'un amour qu'ils n'avaient jamais manifesté. Marie dirige la communication de mon groupe. Pierre s'occupe de la logistique.
Sylvie gère les finances. Ils me disent qu'ils m'aiment, qu'ils ont toujours cru en moi, qu'ils sont fiers d'être mes enfants. Peut-être le pensent-ils sincèrement maintenant. Peut-être ont-ils oublié leurs mots cruels d'autrefois. Ou peut-être savent-ils simplement que leur confort dépend de ma bienveillance. Peu importe. Ce qui compte, c'est que j'ai gagné. J'ai prouvé que ces mains qu'on méprisait, cette condition qu'on me jetait au visage, ce talent qu'on réduisait à de l'instinct de pauvre, tout cela valait plus que tous leurs diplômes et leurs relations. Vous savez ce qui me fait le plus plaisir aujourd'hui? Ce ne sont pas les millions sur mes comptes en banque, ni les articles élogieux dans la presse, ni même les étoiles que commencent à obtenir certains de mes restaurants. Non, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de recevoir parfois des lettres de jeunes femmes qui me disent « Madame Lemoine, votre histoire m'a donné espoir. Moi aussi, je traverse une période difficile. Moi aussi, on me dit que je ne vaux rien. Mais grâce à vous, je sais qu'il n'est jamais trop tard pour se battre. Ces lettres, je les garde toutes dans un coffret sur mon bureau. Elles me rappellent pourquoi j'ai survécu à toutes ces années de souffrance. Pas pour la richesse, pas pour la reconnaissance, mais pour prouver que personne, jamais, ne peut définir ce que nous valons à notre place. Car voyez-vous, la vraie victoire n'est pas d'avoir réussi. La vraie victoire, c'est d'avoir compris que ma valeur ne dépendait pas du regard des autres, qu'elle ne dépendait pas de l'amour de mes enfants, du respect de mes employeurs ou de l'approbation de la société. Ma valeur était en moi depuis le début, dans ces petites mains d'enfant qui transformaient déjà les restes en festin, dans cette intuition qui me guidait vers les bonnes saveurs, dans cette capacité à créer du bonheur, malgré ma propre souffrance. Il m'a fallu 60 ans pour l'accepter. 60 ans pour comprendre que je n'avais pas besoin de la permission des autres pour exister, pour créer, pour réussir. 60 ans pour transformer ma douleur en force. Sans rien à 60 ans, j'ai tout gagné à 80 ans. Mais le plus important, c'est que j'ai gagné contre moi-même, contre cette petite voix qui me répétait que je ne valais rien, que j'étais née pour servir, que ma condition me condamnait à l'échec. Cette voix, je l'ai fait taire pour toujours. Et maintenant, quand je l'entends murmurer chez d'autres femmes, d'autres hommes qui traversent ce que j'ai traversé, je leur dis ce que j'aurais voulu qu'on me dise à moi. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour commencer. Jamais trop tard pour croire en soi. Jamais trop tard pour transformer ses blessures en tremplin, sa colère en énergie, son mépris de soi en amour-propre. La société essaiera toujours de vous enfermer dans une case, de vous dire qui vous êtes et ce que vous méritez. Mais vous seul savez vraiment qui vous êtes. Vous seul connaissez la force qui sommeille en vous. Moi, Marguerite Dubois devenue Lemoine, devenue Marguerite tout court, je suis la preuve vivante qu'une femme peut renaître à 60 ans, qu'elle peut bâtir un empire avec pour seules armes ses mains et sa détermination, qu'elle peut transformer une vie d'humiliation en légende de réussite. Sans rien à 60 ans, j'ai tout gagné à 80 ans. Et vous savez quoi? Je ne regrette rien, pas même les années de souffrance, parce que sans elles, je n'aurais jamais découvert de quoi j'étais vraiment capable. Sans elles, je n'aurais jamais eu cette faim de vaincre qui m'a porté jusqu'au sommet. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui et que votre vie ressemble à ce qu'était la mienne à 60 ans, ne désespérez pas, regardez vos mains, regardez votre cœur, regardez ce talent que vous cachez peut-être, cette passion que vous n'osez pas poursuivre, cette voix intérieure que vous faites taire depuis trop longtemps. Il n'est jamais trop tard pour l'écouter, il n'est jamais trop tard pour commencer, il n'est jamais trop tard pour gagner. Sans rien à 60 ans, j'ai tout gagné à 80 ans. Il n'est jamais trop tard pour vaincre.